Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette émission du mardi soir, 21h, le grand rendez-vous, une émission consacrée aux sujets qui font l'actualité au Gabon. Une actualité fortement dominée ces derniers jours par ces réformes annoncées par le gouvernement de la République, par le truchement de la porte-parole Laurence Ndon. Conseil des ministres tenu le vendredi dernier sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, des mesures relatives notamment à la maîtrise de la dépense publique, la rationalisation de la dépense publique afin de pouvoir faire des économies pour financer le développement du Gabon tel que souhaité par le chef de l'exécutif. Dans cette émission, en second lieu, on mettra également le marqueur sur le plan politique à travers l'examen par le Parlement des deux avant-projets de loi relatifs aux partis politiques et à la répartition des sièges aux élections des députés de l'Assemblée nationale et des élections locales, non sans mettre également un point sur la création de ce parti politique annoncé par Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État. Et pour évoquer ces questions qui font l'actualité au Gabon, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Christian Kombila, journaliste et secrétaire général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Coordonnateur général. Coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Je reçois aussi Ghislain Guizet, acteur politique. Monsieur Guizet, bonsoir. Bonsoir. Et il y a également sur le plateau Félicien Rodrigue, vous, acteur politique militant du Parti démocratique gabonais, le PDG. Monsieur Mvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table pour que nous puissions à nouveau décrypter l'actualité, mettre le marqueur sur ces sujets qui font l'actualité. Un retour évidemment sur le communiqué final du Conseil des ministres lu le vendredi dernier par Laurence Ndon, on l'a dit, ministre de la Mer, porte-parole du gouvernement, qui a notamment annoncé un ensemble de mesures prises par le gouvernement allant dans le sens de la rationalisation de la dépense publique. Un gouvernement engagé donc à pouvoir maîtriser cette dépense publique afin de pouvoir trouver les niches nécessaires qui devraient pouvoir financer des projets importants allant dans le sens du développement du Gabon. Jean-Christian Kombila, depuis la tenue de ces conseils des ministres après la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que chef de gouvernement et donc le vice-président chargé de l'action gouvernementale, Hugues Alexandre Barrot Chambrier, a donc commencé à organiser les conseils des ministres. Tout de suite, ce nouveau gouvernement a implémenté ou fixé un cap, celui relatif donc à la maîtrise de la dépense publique, à la rationalisation de la dépense publique. C'est parti déjà par la mise entre parenthèses du paiement des baux administratifs, de l'ouverture d'un audit pour avoir un regard un peu plus détaillé en ce qui concerne les baux administratifs. Ensuite, le gouvernement a annoncé, on l'a dit vendredi dernier, d'autres mesures, notamment en ce qui concerne l'arrêt bientôt de la gratuité en ce qui concerne les transports publics, mais aussi l'arrêt de l'exonération de la fiscalité, notamment pour pouvoir faire des économies, plus de 1000 milliards de francs CFA perdus par l'État. Aussi l'arrêt dans un proche avenir de en ce qui concerne les voyages officiels. Donc, comment vous interprétez, comment vous voyez, quelle analyse faites-vous justement de l'engagement de ces mesures prises par le gouvernement dans le sens de la rationalisation de la dépense publique? Écoutez, ce sont des mesures qui symbolisent une nouvelle ère que l'on pourrait, sans être excessif, qualifier de tournant de la rigueur. Le nouveau ministre d'État en charge de l'économie et des finances est un banquier de métier qui arrive donc dans l'appareil d'État pour la première fois et qui a en perspective, n'est-ce pas, la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international, mais qui inaugure sa méthodologie de travail qui est inspirée par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc le ministre des Finances estime qu'avant que les partenaires multilatéraux ne viennent dans notre pays
et pour conclure un accord avec le gouvernement, il est bon d'abord, n'est-ce pas, de nettoyer en interne, de voir clair. Et évidemment, le chapitre lié au bout administratif est problématique parce que il y a beaucoup d'argent, n'est-ce pas, qui sort des caisses de l'État et qui est destiné souvent à des acteurs politiques qui sont devenus des opérateurs économiques, des anciens barons du système, qui ont eu à gérer les caisses de l'État et donc qui se sont construits un patrimoine immobilier impressionnant et donc qu'ils font louer à l'État et cet argent-là, n'est-ce pas, à partir du moment où il passe par ce circuit, peut facilement être justifié auprès du Trésor public. Or, l'argent, s'il n'était pas versé à partir des comptes de l'État pour des comptes personnels, n'est-ce pas, cet argent-là poserait problème. Et donc, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances veut voir clair. C'est une mesure qui est salutaire. C'est vrai qu'elle impacte aussi les petits fonctionnaires de l'intérieur du pays. Elle impacte non seulement ces fonctionnaires-là, mais elle impactera aussi les ménages à l'intérieur du pays, parce qu'il y a des familles, il y a des citoyens qui vivent, n'est-ce pas, des locations de leur loyer, qui sont habités par des fonctionnaires, souvent du corps enseignant et des forces de sécurité et de défense à l'intérieur de notre pays. Donc, c'est une mesure qui est symbolique de ce tournant de la rigueur. Il y a eu aussi, effectivement, d'autres mesures qui ont été énoncées lors du dernier Conseil des ministres, notamment la fin des privilèges de certains membres du gouvernement, du moins une catégorie, dans les avions allant de notre pays vers l'étranger ou venant de l'étranger vers notre pays. Donc là, il y a aussi, on a vu qu'il y a une volonté de réduire de façon significative la dépense publique, n'est-ce pas, pour que un peu d'ordre soit remis dans les finances de l'État, pour que le gouvernement ait suffisamment de marge, n'est-ce pas, pour financer, n'est-ce pas, les politiques de solidarité. En tant qu'acteur politique, Félicien Rodrigue, vous, quelle est votre analyse justement de ces réformes initiées par le gouvernement allant dans le sens de la rationalisation, de la maîtrise de la dépense publique pour pouvoir financer le développement? Merci de me donner l'occasion de pouvoir me prononcer. Oui, le Conseil des ministres vient à point nommé parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Cette façon continue de prendre des mesures qui créent la dépense. Et c'est tout à fait normal que celui qui gère l'opportunité de la dépense, ça veut dire le président de la République, s'en saisisse. Vous voyez, ces 20 derniers mois, création de 26 000 postes budgétaires, c'est énorme. Lorsque vous arrivez à inclure ça de manière annuelle, quelque chose qui n'a pas été prévu, où nous étions en régime de transition, donc non budgétisé, donc c'est lourd. Vous voyez que lorsque on regarde les festivités, lorsque l'on regarde la naissance même de la Ve République, c'est énorme tout ça. Je pense qu'il est de bonne loi, le président a bien fait de freiner un tant soit peu et d'organiser. Maintenant, il faut qu'on nous indique, on nous donne des indications claires. La dépense, quelles sont les dépenses prioritaires? Parce que le frère Jean-Christian, comme il a parlé des bois administratifs, et le président lui-même en a déjà parlé, ça représente quasiment 30 milliards par an. Or, il y a 63 milliards qui se baladent entre les 7 milliards qu'il avait donnés par province. Où en est-on? Les justificatifs, vous voyez bien qu'entre deux dépenses, on choisit le moindre mal. Entre le mal qui est fait, il a indiqué que les Gabonais qui vivent de l'allocation par les forces de défense et de sécurité, et où
les 63 milliards qui, on ne sait même pas la destination, on ne sait même pas à quoi ça a servi. Donc il faut quand même que, et je trouve que le Conseil des ministres s'est ressaisi pour essayer maintenant de donner une meilleure orientation, une meilleure indication de la dépense publique. Parce qu'en réalité, c'est de l'argent public. Et maintenant, il faut aussi revoir au niveau des chantiers qui ont été lancés, à quel niveau ces chantiers se trouvent dans l'ensemble du pays, parce que le président a lancé, lorsque je compte sans être exhaustif, plus de 200 chantiers. Or, 200 chantiers, plus comparativement au régime déchu, c'est plus de 4 ans, 5 années d'exercice. Donc le lancer en une seule année demande quand même qu'il faut avoir d'énormes moyens. Et il faut indiquer si ces moyens-là vont permettre à ce que l'ensemble des chantiers puissent être achevés. C'est le premier regard que je peux faire de ce premier tour de table. Alors, Ghislain Guizot, rationalisation de la dépense, maîtrise de la dépense, ça passe évidemment par la réduction du train de vie de l'État. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de certains ou l'organisation de certains audits pour avoir un regard plus précis justement sur la gestion de ces deniers publics, la transparence dans la gestion des fonds publics. Comment vous réagissez? Écoutez, je pense que chaque jour qui passe, je découvre un président nationaliste. Je découvre un nationaliste qui a une vision et qui l'a tout de suite transmise au ministre de l'économie, qui doit effectivement d'abord mettre de l'ordre pour voir clair sur un ensemble de choses. Si vous regardez les mesures qui ont été prises, par exemple, la lumière qui est faite dans la gestion, dans le fonctionnement du CDC et du FGIS, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre d'éléments qui ont été apportés à leur gestion, parce qu'il faut avouer qu'à un moment donné, il y avait confusion. Il y en a qui se marchaient par-dessus. Donc il fallait mettre de l'ordre. Quand vous voyez que la zone économique spéciale de Nkok a été retrocédée au ministère de l'Industrie, c'est pour voir plus clair. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec le distinguo entre un ministre ordinaire, un ministre d'État, et le Premier ministre sur les voyages. On te dit clairement, tu es ministre, tu restes en classe économique quand tu voyages. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on connaissait? C'est qu'un directeur général se levait, il allait en mission, il se permettait de prendre classe affaires ou première classe. C'était pour creuser le budget de l'État. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons encore? Il est clairement dit que les frais de mission au-delà de 500 000 ne peuvent plus être donnés à la main. Alors que hier, nous voyons ces derniers qui avaient un terme, se partageaient les queues de budget, parce que l'argent était géré comme si c'était dans l'épicerie. Donc aujourd'hui, le travail que nous voyons le ministre d'État, le ministre de l'économie faire, c'est d'abord faire le toilettage d'un ensemble de choses qui ne marchaient pas, qui écœuraient les Gabonais. Parce que l'argent du contribuable était géré par ces derniers comme si c'était le leur. Donc il faut d'abord mettre de l'ordre, rétablir les normes. Et nous pensons que cela va se poursuivre quand nous voyons ce que le président a lancé comme mesure par rapport au baux locatif dont nous parlons. Nous souhaitons que cela se poursuive sur la question du parc automobile. Parce qu'il est inconcevable qu'un directeur général roule en VX, alors qu'un conseiller roule en VX et un directeur général roule en Yaris. Parce que nous l'observons. Nous avons l'impression que les véhicules, que le parc automobile, le parc administratif est donné à la tête du client. Donc, il va falloir harmoniser le parc automobile. Les directeurs généraux ont tel type de véhicule. Les conseillers ont tel type de véhicule. Et je pense que c'est à travers cette harmonisation que nous allons également rentrer dans la gestion des frais. Mais ce qui a commencé aujourd'hui, qui a commencé à être fait par le ministre de l'économie, c'est vraiment une feuille de route
qui va aboutir, qui va atteindre des résultats que les Gabonais attendent tous. Jean-Christian Kobila, réduction du train de vie de l'État. Ghislain Guizet venait de parler donc du parc automobile public, on va dire. On a entendu depuis plusieurs années au Gabon justement certaines récriminations faites justement sur ce parc automobile dont on dit qu'il est constitué de cylindrées, de véhicules rutulants, coûtant plusieurs milliards de francs CFA au trésor public national. Donc, il y a donc, est-ce que vous pensez à une nécessité de pouvoir justement aller jusqu'à là aussi en ce qui concerne le parc automobile, si on veut s'inscrire dans une vision globale de réduction du train de vie de l'État? Assurément, il faut aller dans cette orientation nouvelle-là, parce que le constat qui est fait sur le terrain depuis de longues années est que, au-delà de ce qu'a dit M. Nguizé tout à l'heure, il y a une différenciation de traitement entre les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances et du budget, n'est-ce pas, et par exemple le ministère de la culture et des arts, n'est-ce pas, qui est en charge de la promotion de notre identité nationale. Il y a une différence, n'est-ce pas, en termes de qualité de véhicule entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour ne pas parler du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, dans ce que vous êtes en train de dire, parce que clairement, vous nous dites qu'il y a des petits ministères et des grands ministères. On sait déjà qu'il y a des missions régaliennes qui sont naturellement, j'ai envie de dire, dévolues à certains ministères, mais dans le développement que vous faites, on voit clairement que bon, il y a des petits ministères et des grands ministères. Non, il n'y a pas de petits ministères et de grands ministères. Il y a un traitement, n'est-ce pas, qui n'est pas homogène entre les ministères, n'est-ce pas, dépensiers de l'État et les autres. Parce que le constat, il est clair. Je n'ai pas envie d'insister sur ce débat parce que il peut paraître un débat de bas étage, mais c'est un débat qui est évident et on le voit sur le territoire national. Il y a, par exemple, des services déconcentrés à l'intérieur du pays et qui n'ont pas de véhicules pour pouvoir accomplir de façon efficiente les missions régaliennes qui sont les leurs, alors qu'à Libreville, on voit bien que les fonctionnaires, n'est-ce pas, du ministère de l'économie et des finances en particulier, n'est-ce pas, ou ceux du trésor public, n'est-ce pas, sont les mieux lotis en la matière. Il faut éviter que dorénavant, on retrouve par exemple des directeurs généraux à l'enseignement professionnel, des directeurs généraux à la santé, que ceux-là, n'est-ce pas, ne soient pas traités, n'est-ce pas, de la même manière que les autres fonctionnaires. Je pense qu'il faudrait, pour le gouvernement, n'est-ce pas, prendre des dispositions claires à ce niveau-là pour que le traitement soit plus ou moins standardisé. Et de ce point de vue-là, on peut, je pense, faire confiance au nouveau ministre en charge de l'économie et des finances, qui est un homme réputé, n'est-ce pas, pour sa rigueur et son objectivité, n'est-ce pas, dans le management des ressources humaines. Donc l'importance d'harmoniser à ce niveau-là, évidemment, pour que tous les ministères qui remplissent tous des missions régaliennes, même s'il y a des ministères de souveraineté, mais tous remplissent des missions régaliennes qui sont dévolues donc à l'État. Ghislain Guizet parlait tout à l'heure des réformes. Et si vous voulez, je peux ajouter quelque chose rapidement. Oui. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'un ministère comme celui des Affaires étrangères, n'est-ce pas, soit obligé, du moins à travers les fonctionnaires de ce ministère-là, de faire des grèves, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir ne serait-ce que des véhicules pour les ambassadeurs et autres directeurs en poste à la centrale. Ça, c'est quelque chose qu'il faille absolument corriger. Vous êtes bien gentil, Jean-Christian Kobila, même quand vous parlez de la centrale, mais imaginez donc ce qui se passe dans certaines missions consulaires de Gabon à l'étranger. La situation est encore
moins reluisante, Oui, évidemment. elle est devenue catastrophique Oui. tout au long des 14 dernières années. Voilà. Alors, donc, revenir rapidement sur ces réformes annoncées également au Conseil des ministres vendredi dernier, évoquées par Ghislain Guizan, en ce qui concerne la Caisse de dépôt et de consignation et le Fonds gabonais pour l'investissement stratégique, la CDC et le FJIS, recentrés sur leur mission première. Donc, le FJIS qui recentre son action sur la gestion du fonds souverain et la CDC se concentre sur la consignation et la gestion des dépôts pour un meilleur alignement sur leur mission statutaire. Et là, il fallait évidemment créer clairement cette ligne de démarcation pour éviter la confusion. Et puis, il y a le transfert de tutelles administratives, la réorganisation des tutelles pour plus d'efficacité en ce qui concerne la ZERP d'un COC et Icolo Lambaréné, qui passe sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de la Transformation locale. La SOCOREP, rattachée au ministère des Travaux publics, et l'AGADEV passe au ministère de l'Environnement. Oui, monsieur Guizan. Sans vous couper, si on se focalise sur le FGIS, alors, est-ce qu'on peut nous faire le point sur les finances qui sont passées par cette institution depuis qu'elle a été ouverte? C'est énormément d'argent. Et je pense que c'est suite à cet imbroglio que le ministre de l'économie, à travers les instructions qui ont été données par le président de la République, a mis un accent sur cette différenciation parce qu'il est question de voir clair. Nous savons que c'est une administration, c'est une institution qui a souvent géré énormément d'argent, mais jamais on ne sait véritablement sur quoi, où vont ces fonds-là. Donc, il est question aujourd'hui que nous sachions, même au niveau du CDC, au niveau, mais quelles sont les missions concrètes qui sont assignées à ces institutions? Les fonds qui sont mis à leur disposition vont où? Ça sert à quoi? Cette lumière-là, quand elle sera totalement faite, je vous dis qu'on tombera encore sur des questions, des queues de budget dont on parle dans différents ministères parce que ça fait beaucoup d'argent. Les queues de budget, les gens se les partagent sur la table comme un gâteau. Et là, il va falloir que ça cesse. Félicien Rodrigue, vous, en plus de mesures, des réformes annoncées lors du Conseil des ministres de vendredi dernier en ce qui concerne la rationalisation de la dépense publique, il y a également l'aspect social qui a été évoqué, certains points évidemment annoncés dans le communiqué final en ce qui concerne par exemple la TVA suspendue sur certains matériaux de construction, notamment pour soutenir l'accès au logement et réduire les charges de famille. Il y a la suspension des droits et taxes sur les produits essentiels, exonération temporaire des droits et taxes à l'importation sur les produits alimentaires de première nécessité pendant 6 mois. Objectif, alléger le coût de vie pour les ménages. Mais il y a certains qui disent oui, mais bon, c'est du déjà vu. Ce n'est pas révolutionnaire, c'est du déjà vu, ce sont des mesures temporaires. Comment vous réagissez? Oui, ma première réaction, c'est qu'on n'arrête pas le développement. Je vous ai indiqué que si on prend, il faut prendre une progression normale. Le fait de lancer des dizaines de chantiers, et pour la plupart, il y a une boutade que le président disait qu'on me dit qu'à Libreville, il n'y a plus de ciment. Ça montre l'inefficacité que nous ne produisons pas assez. Donc il faut faire venir de l'extérieur. Et lorsqu'on fait venir dans le cadre pour les besoins de l'État, il va sans dire que c'est exonéré d'impôts. Il va sans dire que la plupart des matériaux qu'on ne retrouve pas sur place, parce que pour les immeubles, les grands immeubles qui sont en construction, c'est exonéré. Donc le problème ici, c'est qu'il faut voir le problème, c'est que les missions premières, c'est déjà de limiter la dépense publique. Et je pense que ce que le Conseil préconise dans le cadre de la limitation de la dépense publique est une très bonne chose parce que on risque d'amener une situation d'essoufflement où l'État ne peut plus continuer à financer non seulement ses projets, mais l'État ne peut plus faire face à ses obligations régaliennes. On peut arriver, il n'y est arrivé, Dieu merci qu'il y a 2 mois, on est arrivé au 25, il n'y avait pas d'argent pour payer les fonctionnaires, on a dû payer le samedi, parce que le vendredi, il n'y avait rien. Aucune banque n'avait payé. Donc c'est des signaux qui montrent qu'on peut atteindre un essoufflement si on ne prend pas garde. Donc il faut que ça, c'est sur les faits vécus. Sur les faits vécus. Donc le gouvernement se dit, ah, tiens, j'ai mis des bourses,
sur l'ensemble du pays. Or, ce n'était pas programmé, c'était une mauvaise programmation au moment où ça a été dit, où ça a été annoncé. Il y a le nouveau régime de rémunération qui rentre en ligne de compte, qui engage plusieurs milliards, qu'il faut également en tenir compte. Donc, l'ensemble de ces mesures, il faut recentrer, et c'est tout à fait normal. Par contre, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que M. Guizet parlait. Non, les missions de la Caisse des dépôts et de consignation et du FIGIS ont été clairement définies dès le départ. Il se trouve quoi? Il se trouve qu'au niveau du FIGIS, c'est les fonds qui provenaient du fonds souverain et du fonds de génération future. Ce sont ces fonds-là qui ont permis l'existence et qui ont permis que ça soit enrichi en termes de moyens, parce que ça se chiffre en dizaines, voire en centaines de milliards. Donc, c'était pour donner déjà l'origine, parce que ce n'est pas budgétisé par le budget public, mais ça tire son origine de ces deux fonds. Fonds souverain sous Ali Bongo et Fonds Génération des Futurs sous Omar Bongo. Donc, il faudrait alors se dire d'où proviennent les milliards du FIGIS. Jean-Christian Kombila, rationalisation de la dépense publique ou assainissement des dépenses publiques. Alors, il y a certains médias qui sont allés jusqu'à parler d'austérité mise en place par le gouvernement. On n'est pas en crise, on ne peut pas parler de mesures d'austérité pour pouvoir justifier justement la prise de ces réformes par le gouvernement, mais il y a une volonté affichée, celle de pouvoir assainir les finances publiques, mais on réclame davantage de la transparence dans la gestion des fonds publics, mais surtout des sanctions contre tout contrevenant. Oui, la méthodologie qui est celle de l'exécutif aujourd'hui en termes de rigueur dans la gestion des fonds publics est encore une fois à saluer. C'est d'autant plus important que nous, quand je dis nous, le pays sort de loin, le pays sort d'une longue période de gabegie, d'une longue période de corruption. Vous vous souviendrez qu'on a trouvé beaucoup d'argent dans les maisons des anciens tenants du pouvoir, n'est-ce pas? Et que cet argent qui, en principe, aurait dû être domicilié dans les banques, n'est-ce pas, se trouvait dans des caisses par devers eux. Alors que, en même temps, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État, il n'y avait plus rien. Et tout à l'heure, M. Wung parlait presque de risque de banqueroute, mais tout au long des 5 dernières années, à plusieurs reprises, le pays, selon des informations que nous tenions de sources sûres, risquait de connaître la banqueroute. Donc, nous sortons de cette longue période-là, qui a été une période trouble pour les finances publiques, où le niveau de corruption avait atteint un seuil intolérable. Et donc, les nouvelles autorités, en inaugurant la Ve République, ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de voir un peu plus clair dans ce qui se fait, et donc de recentrer les différentes entités, n'est-ce pas, qui appartiennent, n'est-ce pas, au secteur de l'économie et des finances, n'est-ce pas, chacun dans sa mission première qui est, n'est-ce pas, une mission essentielle. Donc, de ce point de vue-là, ce moment que nous vivons aujourd'hui est un moment important, n'est-ce pas, parce que, comme on dit chez nous, au village, la canne à sucre, si vous voulez vous rendre compte de ce qu'elle est sucrée ou non, c'est dès le début. Et c'est donc dès le début qu'il faille prendre le taureau par les cornes, justement pour imposer, n'est-ce pas, un nouveau cap qui est celui de la rigueur. Rigueur donc, souhaitée par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est on va dire à l'aube de ce septennat-là, évidemment, puisqu'il a été élu le 12 avril dernier comme étant président de la République gabonaise. Ghislain Guizet, important dès le départ de fixer le cap en ce qui concerne la rigueur à implémenter, en ce qui concerne la gestion des deniers publics pour définitivement
tordre le cou aux pratiques anciennes qui ont tant fait du mal au développement du Gabon? Oui, bien entendu. Vous savez, le Gabonais, depuis très longtemps, crie à eux et à Dia que le pays est dans les abîmes. Beaucoup parmi nous estimaient même qu'il était question d'avoir un tant soit peu à la tête du pays un dictateur moderne. Parce qu'on était conscient ou parce que nous sommes conscients qu'il y en a qui posent des actes qui nuisent clairement au fonctionnement de l'État. Donc du coup, je pense que le président de la République est conscient d'une chose. Il y a des actes qu'il va poser, il y a des actions qu'il pose, mais qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, qui ne vont pas forcément lui attirer de la sympathie des uns et des autres. Mais il est dans un fonctionnement du long terme, parce qu'il est quand même question d'assainir, et pour assainir, ça fera forcément mal à certains. Et dans la mesure où il est question de bâtir un pays pour des générations à venir, il faut forcément casser les œufs pour faire les omelettes, comme on le dit. Il y a mon frère Yvon qui donnait quelques missions du FJIS et de la CDC. Voilà, la provenance, voilà, qui parlait de la provenance des sous, la provenance des fonds. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous savons tous d'où vient l'argent du FJIS, l'argent de la CDC, ce n'est pas ça. L'objectif, ici, c'est la rationalisation des fonds, quelle que soit la provenance de ces fonds. L'argent sort d'où? L'argent sert à quoi? L'argent va où? Et c'est la mission que le ministre d'État, Jean-Claude Oyima, a reçue du président. Henri-Claude Oyima, autant pour moi, a reçu du président de la République. Parce qu'il est question de partir d'un assainissement véritable, casser les mauvaises habitudes qui ont généralement la peau dure, refaire le pays. Ça fera mal, certes, parce qu'il y en a qui restent à Libreville, qui se déclarent en mission, qui perçoivent les frais de mission, étant assis dans leur bureau. Mais de là que le ministre de l'économie arrive et dit, bon, il va falloir que ça s'arrête. De telle période à telle période, plus personne n'ira en mission. Ça permet de voir clair. Les frais de mission, à partir de 500 000, se font par virement. On doit se rassurer que tu sois véritablement en mission. Et j'exhorte ces derniers à pousser le bouchon plus loin, jusqu'à limiter un nombre de personnes en mission en fonction de la spécificité. Parce que nous avons souvent observé le problème que nous connaissons à l'AICG aujourd'hui, c'est en partie pour cela. Parce que les techniciens se plaignent, mais quand il fallait envoyer les gens en mission, au lieu d'envoyer des techniciens qui doivent travailler sur les machines, mais c'est l'administration qui partait. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple de la Gaza, mais le directeur général va vous dire, mais sur les 195 contrôleurs, il n'y a que 60 qui sont formés. Vous voyez, ce sont des petits exemples. Donc, il va falloir que nous comprenions que là, le président a fixé un cap qui ne fera pas forcément du bien à certains pour le moment, mais il est question de se projeter pour l'avenir. Projeter pour l'avenir. Et l'avenir immédiat au Gabon, évidemment, c'est l'organisation dans 2 mois des élections législatives, les élections de députés à l'Assemblée nationale au mois de juin, juillet, août, septembre, dans 3 mois donc, élections de députés à l'Assemblée nationale et les élections locales qui verront donc la participation évidemment des partis politiques et peut-être si jamais ils le décident de ce futur parti politique en gestation. C'est un secret de polichinelle puisque évidemment l'annonce a été faite il y a quelques jours par lui-même, par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui appelle la mobilisation de l'ensemble de forces vives de la nation autour de lui pour la mise en branle d'un appareil politique, d'un parti politique. Félicien Rodrigue, vous êtes militant du Parti démocratique gabonais. Votre parti depuis le 30 août 2023 soutient Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous étiez sur le terrain en tant que PDGiste, évidemment le PDG pour soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc il a annoncé la création de son parti. Il appelle à l'union sacrée autour de lui pour la création de cette formation politique. Depuis le 30 août 2023, il y a plusieurs démissions en cascade au sein des partis politiques au Gabon pour soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, dont les démissions au sein du Parti démocratique gabonais. Est-ce que vous pensez que cette future formation politique créée par Brice Clotaire Oligui Nguema viendra davantage reconfigurer le paysage politique national?
Reconfigurer, non, toute position, non, le président Brice Clotaire Oligui occupe une position centrale au sein de l'État, c'est la clé de voûte des institutions. Donc il va sans dire que toute décision, tout discours tenu par ce dernier modifie le paysage politique, modifie la conscience des Gabonais, modifie la perception de tous les citoyens. Que l'on soit favorable à lui ou non favorable à lui, cela modifie par ses actes compte tenu de sa position de président de la République. Maintenant, pour répondre à votre question de manière directe, oui, je suis pédégiste, nous l'avons soutenu pour que, comme les autres Gabonais de différents bords l'ont soutenu, et dans son dossier de candidature, il a été établi qu'il est candidat indépendant. Donc, pour moi, c'est un élu au titre des élections politiques. C'est-à-dire que si on s'en tient à la loi, c'est-à-dire que dans les élections politiques, il y a l'élection du président de la République, il y a les élections des députés, des sénateurs, des conseils municipaux et départementaux. Donc, à partir du moment où la loi prévoit que tout élu qui a un statut X durant son mandat ne peut pas faire abstraction de son mandat, ne peut pas faire abstraction de son mandat, étant donné que c'est son identité. Moi, je m'appelle Evon Félicien Rodrigue, c'est mon identité, je suis né, j'ai ma pièce d'identité, j'ai fait un passeport, donc je fournis un certain nombre d'éléments. Comment le président pourra-t-il faire pour créer un parti et sans en être un adhérent, sans en être membre, sans en être le créateur? C'est-à-dire que j'aimerais bien comprendre les gens qui sont dans l'interprétation autre. Mais je relève deux choses pour conclure. La loi prévoit, l'article 82 du Code électoral, ne lui permet pas d'être créateur d'un parti. Et la Constitution de 2024, que les gens font l'interprétation, ne condamne pas explicitement le fait qu'il ait la possibilité de créer un parti. Mais reconnaît que les citoyens sont en droit de faire, mais il y a déjà une loi qui condamne. Mais la Constitution ne lui donne pas la garantie. Ce n'est écrit nulle part dans la Constitution adoptée par le peuple souverain en 2024 que le président a la possibilité de créer un parti. Même s'il y a une forme de vide, mais il n'est écrit nulle part. Et j'aimerais que quelqu'un dise sur ce plateau qu'il y a une disposition qui prévoit que le président peut créer un parti. Or, si la mère des lois ne condamne pas ou n'infirme pas ce que dit la disposition la loi inférieure, donc issue du code électoral, pour moi je trouve qu'il n'y a pas matière à débat. Mais maintenant les gens sont dans les interprétations, les gens veulent bien que, au même titre que quand il y avait la Yum Team de Blad, au même titre comme il y avait l'indisponibilité temporaire, vous trouverez toujours des gens, alors que le chapitre sur l'indisponibilité temporaire était clair que pour quelque cause que ce soit, vous avez trouvé des intellectuels qui disaient non, oui, le président est en fonction. Alors, sur ce point, évidemment, il y a des interprétations qui sont faites depuis plusieurs jours par des acteurs politiques, par des juristes, par la société civile, au sujet justement de l'interprétation qu'on se fait de l'article 82, dans son alinéa 3 du Code électoral. Il y a eu cet éclairage qui a été posté sur la place publique, sur les réseaux sociaux, par un avocat, Vivien Patrice Amos Makaga PA, évidemment, qui mettait en relief quelques éléments de l'article 82 du Code électoral gabonais dans sa rédaction issue de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise qui interdit à tout élu en qualité d'indépendant ou devenu indépendant à la suite de la dissolution du parti ayant présenté sa candidature d'adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection. Alors, il poursuit son éclairage en estimant que le Code électoral précise en son article 2 qu'il s'applique à l'élection présidentielle. Cela ne suffirait en aucun cas à assimiler mécaniquement au président de la République ou à tout autre élu. Le chef de l'État gabonais est élu au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours en vertu des articles 42 et suivant de la Constitution. Il incarne l'unité nationale, détermine la politique
de la nation et n'est investi d'aucun mandat partisan stricto sensu au moment de son élection. Par conséquent, appliquer à son cas une logique conçue pour éviter notamment les enjeux d'alliance parlementaire reviendrait à méconnaître la spécificité justement des questions juridiques. Jean-Christian Kombila, on est dans un débat dans lequel l'interprétation qu'on se fait de la Constitution, des dispositions réglementaires, du Code électoral, c'est finalement un débat de droit, des questions de droit. Oui, c'est un débat de juridisme. Oui. Et convenons que nous, Gabonais, aimons beaucoup ces débats de juridisme-là. Et moi, en tant que journaliste politique et observateur de la société, j'ai appris que le président va créer un parti politique. Le président ne l'a pas encore créé. Il a dit qu'il va créer un parti politique. Et la question que vous posez, est-ce que ce nouveau parti politique va engendrer une reconfiguration, n'est-ce pas, de la vie partisane et politique au sens large dans notre pays? Moi, je crois que nécessairement, on va arriver vers cette reconfiguration de la scène politique nationale. Encore une fois, je précise que le débat juridique qui est en vogue pose des questionnements sur un fait qui n'a pas encore eu lieu. Lorsque le fait aura lieu, on pourra débattre, n'est-ce pas, des questions juridiques. Mais en termes de perspective de recomposition de la scène politique nationale, nous disons oui. Nous disons oui à un nouveau parti politique qui serait le porteur d'eau, n'est-ce pas, de l'exécutif, aujourd'hui serait le bienvenu. Pour quelle raison? Parce que depuis le 30 août, la vie politique connaît une léthargie. Le Parti démocratique gabonais, qui est la formation politique la mieux structurée de notre pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, traverse une période très difficile de son histoire. Il y a un vide doctrinal qui est tel qu'aujourd'hui, la direction claire du parti n'est pas partagée par l'ensemble des hiérarques du parti. On a vu plusieurs démissions, n'est-ce pas, avoir lieu au sein de ce parti. Les figures les plus emblématiques de ce parti ne cessent de quitter le navire. L'âme historique de ce parti n'est pas visible dans le nouvel appareil. Mais le Parti démocratique gabonais continuera à fonctionner. Il y a une réorganisation justement des différentes structures de ce Parti démocratique gabonais. Il y a même eu des récentes nominations puisque les démissionnaires qui occupaient des fonctions, notamment dans le bureau du comité permanent du bureau politique, ont été remplacés. Donc il y a une dynamique au sein de ce parti sur l'ensemble du territoire. Pourquoi vous estimez que le Parti démocratique gabonais aujourd'hui est à volo? Parce qu'un parti politique se fonde sur un bastion. Et le bastion du Parti démocratique gabonais, il suffit de voir les scores enregistrés au cours des dernières élections, singulièrement l'élection présidentielle, n'est-ce pas, que ce fut en 2009, en 2016, vous verrez que le Haut-Ogooué est le bastion historique du Parti démocratique gabonais, au même titre que le Goué-Lolo, n'est-ce pas? Mais ces deux provinces-là, n'est-ce pas, connaissent une saignée de militants. Et pas des moindres, n'est-ce pas, les figures les plus emblématiques du parti. Donc ça, c'est le contexte dans lequel la nouvelle formation politique arrive. Et les démissionnaires du Parti démocratique gabonais vont où? Tout laisse croire que ces démissionnaires-là attendent la création, n'est-ce pas, d'un parti présidentiel pour pouvoir aller se recycler à l'intérieur, n'est-ce pas, et devenir des militants de ce parti. Donc, nécessairement, il faut un parti politique fédérateur, n'est-ce pas, de l'ensemble des énergies de notre pays, mais un parti présidentiel qui va se situer effectivement à droite de l'échiquier. Parce que défendant à la fois
l'autonomie économique de notre pays, l'indépendance nationale, l'indépendance économique et la reconquête de notre souveraineté économique et politique à tout point de vue. Est-ce que ce parti politique-là, au regard de cet éclairage de Jean-Christian Kombila, et d'ailleurs certains observateurs le disent également, est-ce que ce parti politique, si on reste dans cette logique d'inclusivité implémentée par Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023, est un élément où peut apporter une plus-value à la démocratie gabonaise, ou plutôt faire à la démocratie gabonaise plusieurs pas en arrière, on va dire? Écoutez, on peut bien s'interroger. S'il y a quelque chose que j'ai appris en politique, c'est que des problèmes ou des préoccupations politiques, purement politiques, trouvent des solutions en politique. Des préoccupations politiques trouvent solution dans le cadre politique. Je ne sais pas, quand vous écoutez certains qui estiment que le président de la République ne doit pas créer un parti politique, il faut comprendre quelque chose par derrière. Il y en a qui pensaient qu'à un moment donné, c'est eux qui devaient le gérer à travers leurs différentes plateformes déjà officielles et existantes. Et le président devait vaciller de façon très légère. Parce que tu gères un État, tu n'as pas un parti politique, tu ne reposes sur rien du tout. Et quand le président de la République est parti à l'élection le 12 avril dernier, il n'a jamais dit qu'il ne devait pas créer de parti politique. Sauf si on m'apporte la preuve du contraire. Il ne l'a jamais dit. Je ne pense pas qu'en lançant son parti politique, ce sera pour faire ombrage à un quelconque parti politique existant. On a dit, certains disent, ou il plaît des intentions, selon certains analystes ou observateurs, on dit que c'est une forme d'OPA sur le paysage politique national. Le paysage politique national, est-ce que le président de la République a besoin de faire un OPA sur le paysage politique national? Il est président de la République. C'est la première autorité. Est-ce que vous pouvez me citer l'exemple d'un seul président de la République à travers le monde qui ne soit pas dans un parti politique, même si ce dernier a gagné une élection présidentielle de façon indépendante, mais il finit soit par adhérer à un parti politique ou en créer un. Le cas d'Emmanuel Macron? Mais Emmanuel Macron, par la suite, c'était quoi la suite? Il a été indépendant, mais il a fallu mettre la République en marche sous les guillons d'un parti politique. Et c'est ce que nous avons observé. Parce que la première chose qu'un président de la République défend, c'est quand même une majorité au Parlement. Mais la majorité au Parlement, on l'acquiert comment? Quand nous savons qu'en politique, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis de demain. Les alliances se font et se défont. Ça veut dire que même si nous sommes dans une coalition qui regroupe un certain nombre de partis politiques, mais si on veut te poser des pots de banane, nous avons la possibilité de nous replier dans notre carcan et mettre sur pied des choses qui vont à l'encontre de ce que vous souhaitez, dans la mesure où vous n'avez pas un appareil politique. Demander à un président, dire à un président de ne pas créer un parti politique, moi, sur cette question, je pense qu'il est question de faire entorse à la loi. Et il ne sera pas, je vais chuter par là, il ne sera pas le premier à faire entorse à la loi. Si ceux qui l'ont accompagné pendant l'élection présidentielle, les différents partis politiques qui l'ont accompagné, estiment que c'est un homme de confiance, qu'ils ont la possibilité de l'accompagner, mais qu'ils le laissent créer son parti politique, et à partir de là, au fil du chemin, une alliance comme celle de la majorité présidentielle jadis peut se créer et chacun aura toujours sa route. Mais dire qu'il ne doit pas créer un parti politique, je pense que c'est lui tendre un piège parce que demain,
ils veulent le mettre sur les faits accomplis et ce n'est pas digne d'un président de la République. Félicien Rodrigue Nvou, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est présenté évidemment comme étant le dénominateur commun depuis le 30 août 2023 à travers le coup de libération. On a dit l'inclusivité mise en relief qui est la marque de fabrique de Brice Clotaire Oligui Nguema et qui sous-tend son action depuis qu'il est à la tête du Gabon. Le Parti démocratique gabonais, on revient sur ce parti puisque c'est l'ancien parti au pouvoir. Jusque-là, soutient Brice Clotaire Oligui Nguema. Or, il y a deux échéances importantes qui se profilent à l'horizon, les élections des députés et les élections locales. Dans cette configuration, est-ce que ça peut être le premier clash entre le PDG et Brice Clotaire Oligui Nguema qui aura nécessairement besoin d'avoir, qui aura besoin d'avoir une majorité? Non, je vais répondre très rapidement. Non. Vu sous l'angle de l'inclusivité, Brice Clotaire Oligui a déjà la majorité. Son score, il ne faut pas que les gens nous racontent des choses qui ne sont pas vraies. Presque 95%. Cela signifie que l'inclusivité a été atteinte. Il y a eu les forces qui étaient de l'opposition traditionnelle, l'opposition modérée qui figure au gouvernement en ce moment, y compris dans la Ve République, qui figure dans le gouvernement. Il y a eu des grandes figures qui ont été des exilés, qui occupent le poste de vice-président de la République. Il y a les pédégistes qui se retrouvent peut-être en nombre, qui ont la meilleure minorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les délégations spéciales. Donc, très rapidement brossé, cela signifie quoi? Cela signifie que l'inclusivité a été atteinte et le résultat, parce qu'il faut s'en tenir au résultat, c'est 94, presque 95%. Maintenant, le code électoral, le changement du code électoral, qui a un premier toilettage a commencé par 35 modifications, 35 articles modifiés. Elles ont été introduites à la suite d'un conseil des ministres, présidé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le deuxième changement de pratiquement 31 articles ont été maintenant sous la Ve République, toujours avec le même président, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et on avait demandé l'avis de la Cour constitutionnelle de la transition, qui est encore là, pour demander si le président pouvait créer ou non un parti politique. Donc, moi, je sais que je dois d'abord dire que c'est l'œuvre du gouvernement. Il ne faut pas qu'on fasse croire comme si c'était une proposition de loi venant du Parlement de la transition. Non, c'était un projet du gouvernement et le gouvernement a donné à son nombre, qui est le Parlement de la transition et qui, comme tout le monde le sait, ont été nommés tous autant qu'ils sont en procédant toujours dans l'inclusivité par Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut qu'on soit d'abord clair dès le départ. Bon, après avoir posé ce diagnostic, maintenant, oui, le PDG, nous irons aux élections avec ou sans parti du président, parce que ce n'est pas encore créé, mais nous allons aller aux élections parce que, pour être logique, nous disons, pour ne pas avoir un éparpillement de voix, il faut que le PDG, qui est l'appareil le mieux structuré sur l'ensemble du territoire, nous devons avoir nos élus nationaux pour respecter encore le code électoral initié par Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc pour exister, il faut avoir 5 élus nationaux, il faut avoir plusieurs conseillers municipaux. Donc nous voulons exister et il est de notre devoir, de notre droit de dire, pour accompagner le président, nous allons toujours avoir notre spécificité en tant que parti démocratique gabonais, mais voici ce que nous rapportons dans le cadre de l'inclusivité. Voilà notre part que nous faisons. Nous demandons aussi à mon frère Jean-Christian Kombila, s'il est de notre parti ou de notre association, de faire aussi la part. Mais il est journaliste. Oui, pour garder toujours la même inclusivité. En fait, nous sommes dans la recherche de l'inclusivité pour accompagner le président de la République qui a été élu sur la base de l'inclusivité. D'accord, on a bien compris. Malheureusement, je vous vois sourire Jean-Christian Kombila, Oui, mais le temps. Oui, mais le temps qui nous encore une minute, parce que du côté de la régie, le temps qui nous était parti est arrivé à son terme. Mais une minute rapidement pour conclure. Oui, Jean-Christian Kombila, rapidement.
Non, pour dire que c'est un débat qui mérite un autre plateau, Évidemment. mais entièrement dédié à la question de la formation du prochain parti présidentiel. C'est une perspective qui nourrit de fortes attentes, parce que, en effet, l'élection présidentielle est différente des élections législatives ou locales. Chaque formation politique a besoin d'une dynamique de mobilisation et d'avoir un ancrage territorial. C'est important, il n'y a que l'élection pour confirmer ou non l'ancrage territorial ou l'enracinement d'un parti politique à travers ces dynamiques de mobilisation. Et donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que je participerai à un autre plateau exclusivement dédié, n'est-ce pas, à cette question-là. Dans l'île de Minuit, nous allons nous retrouver évidemment pour poursuivre ce décryptage sur cette forte actualité. Vous nous confirmez déjà, vous confirmez aux téléspectateurs, Ghislain Guizet, que vous serez là jeudi? Jeudi, je serai là. Merci beaucoup, Ghislain Guizet. Merci également à vous. Il serait bien que M. Evung aussi. Mais bien sûr que Félicien Rodrigue vous sera là pour, on va considérer ça comme étant la seconde période de ce match. Évidemment. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.